Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire, à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches, on fait de la géopolitique aujourd'hui, hein, partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Il y avait cette idée, en fait, dans la tête des gens, qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante, mais ce n'est pas la partie principale. Il faut une industrie lourde. Ces pays-là exportent du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières, mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Quand vous avez une compagnie étrangère qui s'installe, je prends toujours l'exemple moi, du Congo-Brazzaville, que je connais bien. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc, toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Il est déterminé par les marchés financiers. Donc quand il y a des situations de géopolitique tendues comme là, il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro, comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance. Et ensuite, ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs, et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec 1 euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter ? C'est la Chine, mais la Chine, c'est un pays, il va le prêter sous certaines conditions, conditions parfois sur accès à des matières premières ou de partage de production plus avantageux pour elles. Et donc, ça ne leur permet pas d'être complètement indépendants. Et il faut bien avoir en tête que les pays riches se sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui a favorisé beaucoup plus les pays riches que les pays pauvres. Le système financier, avec des banques majoritairement européennes et américaines, il favorise les pays riches. Et donc les pays riches lèvent des fonds énormes pour faire leurs projets, quand les pays pauvres, pour faire des projets que nous connaissons, c'est-à-dire faire des choses que nous connaissons, des raffineries, des industries alimentaires, agricoles, nous connaissons, nous savons faire ça. Et eux n'arrivent pas à lever de l'argent. Quels seraient les... Ce que je veux ajouter, excuse-moi, je te coupe. Ce que je veux ajouter, c'est que on a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Il fallait trouver une raison. C'est la corruption. Voilà, ces gens sont corrompus, il y a de l'économie informelle, ils ne respectent pas les règles, ils sont corrompus, il y a même des gens qui allaient plus loin en disant ils sont un peu paresseux. Enfin, ça a toujours été un peu ça. Et on a retrouvé le même type de débat quand il y a eu la crise des dettes souveraines en Europe, où on a qualifié les pays du Sud de pigs, on les a appelés le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne, et on appelait ça les pigs, et on disait qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient dans l'informel, qu'ils n'étaient pas comme les Allemands et les Français. Il y avait déjà ce débat existait déjà avec les pays africains. Ils ne travaillent pas, ils sont feignants, ils n'ont pas des bonnes formations, ils sont corrompus. Très bien, c'est ce qu'on disait. Si demain on me donnait les commandes, moi, du Congo, Brazzaville, et qu'on me disait quelle est la formule, dans les conditions actuelles, pour le sortir du sous-développement et faire en sorte que l'économie décolle, ce serait extrêmement compliqué. Et je vous dirais que je n'ai pas la solution. Parce que c'est un pays, en fait, qui
qui n'a pas du tout les manettes du développement, parce qu'il n'a pas accès au financement, comme j'ai dit, parce qu'il ne maîtrise pas le bien principal qu'il produit, parce qu'il ne maîtrise pas le volume et le prix. Et donc développer un pays dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Donc la corruption, en réalité, c'est un effet collatéral. Le vrai problème, c'est l'Organisation mondiale du commerce et du système financier comme il a été créé. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une mainmise des pays du Nord? Je vais m'expliquer. Par exemple, on recherche quelles sont les voies de sortie et surtout par qui, parce qu'il peut y avoir l'idée reçue de oui, les pays du Nord, ils vont encore aider les pays du Sud. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une mainmise et aussi un enrichissement des pays du Nord grâce et par les pays du Sud. Par exemple, la Zambie, elle a juste eu du temps supplémentaire pour rembourser, mais pas, on n'a pas enlevé la dette ou réduit, etc. Il y a aussi les négociations qui portent sur les prochaines contributions des pays riches pour la période triennale qui commence bientôt et qui devrait s'achever en décembre 2024. Il y a aussi beaucoup de solutions qui sont avancées par le FMI qui sont jugées comme pas assez, en fait. Quelle voie de sortie, toi, tu penses, par lesquelles il faut s'orienter là? Alors, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que, en réalité, l'Afrique achète énormément d'importations venant d'Europe et principalement aussi de France. Et nous achetons énormément de choses dont nous avons besoin et que nous ne produisons pas, notamment du pétrole et des matières premières. Donc, les pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique tombe. Parce que si ça se passe très mal, s'il n'y a pas une situation un minimum stable, qu'est-ce qui se passe? Bon, on risque d'avoir moins de matières premières dont on a besoin, et en échange, on risque de moins leur vendre de choses. Donc il faut maintenir dans une situation, on va dire, intermédiaire, l'Afrique, qu'elle soit suffisamment riche pour nous acheter nos biens, et suffisamment stable pour qu'on puisse lui acheter les biens dont on a besoin, dont on a vraiment besoin. L'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc, la volonté des pays riches, fait de la géopolitique aujourd'hui, partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Maintenant, si j'étais à la place des Africains, c'est très difficile. C'est-à-dire que, moi, la première chose que je ferais, c'est déjà, je serais beaucoup plus agressif dans la négociation. Parce que si vous n'avez pas de financement, alors vous pouvez tenir des grands discours, c'est toujours agréable, mais une fois qu'on passe au concret, c'est quoi l'Afrique aujourd'hui concrètement? Comme elle n'a pas accès au financement, comme elle ne maîtrise pas les biens qu'elle produit, dans les volumes comme dans les prix, elle essaye de faire aujourd'hui, pour qu'il y ait de l'activité, d'attirer le plus d'investissements directs étrangers, en faisant des zones franches où on paye très peu d'impôts, en disant voilà, c'est la seule façon qu'on a de relancer l'économie. Ce qui ne lui permet pas non plus à côté, parce qu'elle ouvre la voie finalement au loup, ce qui ne lui permet pas de développer son industrie, même si elle avait des financements. Parce que l'industrie qui arriverait est beaucoup plus puissante et beaucoup plus en place que celle qui se développerait, qui serait une industrie naissante. Donc la première chose que je ferais, moi, dans cette situation-là, qui est une situation extrêmement compliquée, c'est que je chercherais à être beaucoup plus agressif dans les partages de production. C'est-à-dire que quand il y a une compagnie étrangère qui vient, il faut lui imposer des choses. Les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats en leur temps, quand vous veniez vous installer chez eux, pour quoi que ce soit, vous deviez donner une grosse partie, plus de 50%, à un autochtone, à un habitant local, de l'investissement. C'était obligatoire. L'OMC a tout fait pour dégommer ça, mais certains pays ont tenu, sauf quand ils en ont vraiment besoin, ils font des dérogations au ministère de l'économie, mais quand ils estiment que la personne doit donner une partie, elle donne une partie à les autochtones, ce qui les forme. Vous voyez, par exemple, ce type de mesure pourrait être appliqué par certains pays africains. S'ils l'appliquaient bien sûr dans l'ensemble, ce serait mieux, mais avoir une stratégie beaucoup plus agressive de négociation sur le partage de ces rentes de matières premières avec les pays occidentaux. Ça, c'est la première chose, qui leur permettrait d'avoir beaucoup plus de rentrées financières. Et une fois qu'on a ces rentrées financières, reste la question de l'investissement dans les bons secteurs pour pouvoir se développer et être de plus en plus autonome. Ça devrait être ça le but. Parce que l'autonomie et l'industrie créera des emplois. Créer des emplois, ça permettra aux jeunes diplômés de là-bas de rester chez eux et de travailler chez eux. Ce qui est le désir de tout le monde. Personne n'a envie de migrer, de prendre une embarcation de fortune. Et même les migrations qui se font, on en parlera dans le deuxième sujet. Mais dans les meilleures qualités, c'est toujours des moments difficiles, des drames, parce qu'on est séparé de sa famille, etc. Donc c'est très compliqué. Donc là, ça permettrait d'assurer un avenir à une jeunesse qui n'en a pas dans son pays parce qu'il n'y a pas d'activité économique.